Bienvenue sur cette nouvelle vidéo des rares livres. Aujourd'hui, nous plongeons dans une œuvre intemporelle, une fable qui dénonce les dérives du pouvoir et les illusions de la liberté. La ferme des animaux de George Orwell. Une fable qui nous parle encore de pouvoir, de liberté et de trahison. Installez-vous confortablement car ce voyage à travers la révolte des animaux va vous révéler bien plus que l'histoire d'une ferme. Introduction. Que se passe-t-il lorsque ceux qui ont toujours vécu dans la souffrance et l'obéissance décident de se lever contre leurs oppresseurs? Que devient un rêve d'égalité, de justice et de fraternité lorsqu'ils se confrontent à la soif de pouvoir et à la manipulation des plus malins? Ces questions, aussi universelles qu'intemporelles, sont au cœur d'une œuvre majeure de la littérature du XXe siècle, La ferme des animaux, de George Orwell. Derrière ce récit simple en apparence, où des animaux prennent le contrôle d'une ferme, se cache une réflexion profonde sur les mécanismes du pouvoir, la fragilité de la liberté et la facilité avec laquelle les idéaux les plus nobles peuvent être trahis. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, n'était pas un écrivain ordinaire. Journaliste, essayiste, romancier engagé, il a toujours placé sa plume au service de la vérité et de la justice sociale. Né en 1903, il a vécu une époque marquée par des bouleversements politiques et idéologiques sans précédent. 2 guerres mondiales, la montée du fascisme, l'expansion du communisme et l'effondrement de vieilles monarchies. Orwell a lui-même connu la pauvreté, la marginalisation, mais aussi la guerre, notamment lorsqu'il s'engagea dans la guerre civile espagnole pour combattre le fascisme. Ce parcours forgé dans la douleur, l'observation directe et l'expérience concrète a façonné sa vision du monde. Une vision lucide, critique et parfois amère, mais toujours guidée par un profond désir de justice. C'est dans ce contexte que naît La ferme des animaux, publié en 1945. Bien plus qu'un simple conte, c'est une parabole politique. Orwell s'en sert pour dénoncer les dérives des révolutions et en particulier la trahison des idéaux de la révolution russe de 1917. Les animaux de la ferme représentent le peuple, opprimé par des élites égoïstes et tyranniques. Leur maître, M. Jones, incarne le pouvoir corrompu, négligent et injuste. Lorsque les animaux se soulèvent pour instaurer une société égalitaire, nous assistons à l'écho des grandes révolutions humaines, celles qui promettaient la liberté et la fraternité. Mais très vite, ce rêve bascule, et ce sont les cochons, censés guider les autres, qui prennent le pouvoir pour leurs propres bénéfices. L'idéologie de départ est dévoyée, et l'histoire devient une critique féroce des régimes totalitaires, où les opprimés d'hier deviennent à leur tour des oppresseurs. Ce qui rend La ferme des animaux fascinant, c'est la simplicité avec laquelle Orwell réussit à exprimer une vérité complexe. À travers des personnages animaliers, des chevaux fidèles et naïfs, des moutons facilement manipulables, des cochons rusés et ambitieux, il met en lumière les comportements humains face au pouvoir. Chaque animal devient une allégorie, chaque scène un miroir tendu à l'histoire, et chaque phrase une dénonciation des illusions politiques. Ce récit, malgré son apparente innocence, frappe par sa puissance symbolique. Il ne se contente pas de critiquer le stalinisme et la dérive de l'Union soviétique, mais il nous alerte encore aujourd'hui sur les dangers universels de la concentration du pouvoir, de la manipulation des masses et de l'oubli de la vérité. En choisissant une fable animalière, Orwell a également touché un public beaucoup plus large que s'il avait écrit un essai politique. L'histoire captive par son rythme, son humour parfois amer et sa clarté, mais derrière cette façade accessible, elle porte un message d'une gravité profonde. Cette double lecture explique la force et la longévité de l'œuvre. 70 ans après sa parution, La ferme des animaux continue de résonner dans nos sociétés modernes, où les inégalités persistent, où les promesses politiques sont souvent détournées et où la mémoire collective s'efface facilement sous l'effet de la propagande et de l'oubli volontaire. Lire ou écouter. La ferme des animaux, c'est donc bien plus que découvrir une histoire sur des cochons et des moutons. C'est accepter une leçon de lucidité, une invitation à ne jamais cesser de questionner ceux qui nous gouvernent, et à rester vigilants face aux séductions du pouvoir. Car si Orwell nous a appris une chose, c'est que la liberté n'est jamais acquise définitivement. Elle peut être trahie, détournée ou confisquée, parfois par ceux-là même qui prétendaient la défendre. Voilà pourquoi cette œuvre mérite encore aujourd'hui toute notre attention.
Chapitre 1. Le rêve d'égalité. La ferme était un lieu où la poussière et la sueur s'entremêlaient, où chaque journée ressemblait à la précédente, marquée par le bruit des sabots, les hennissements lointains, le bêlement des moutons et les coups secs de fouet de M. Jones. Le fermier, propriétaire des lieux, ne voyait dans ces animaux que des instruments de production, des créatures dont la seule valeur résidait dans leur capacité à lui fournir du lait, des œufs, de la laine ou de la viande. Pourtant, derrière chaque museau, chaque plume et chaque sabot, il y avait un cœur qui battait, une fatigue accumulée, une souffrance tue, et aussi un espoir fragile que les choses puissent changer un jour. Les animaux de la ferme du manoir n'étaient pas des ignorants, comme l'homme voulait bien le croire. Ils observaient, ils sentaient l'injustice, ils vivaient l'oppression dans leur chair. L'aube, au lieu d'être un symbole de renouveau, sonnait le départ d'une nouvelle journée d'efforts exténuants. Dès les premières lueurs du jour, les chevaux étaient attelés à la charrue, les vaches tirées vers l'étable pour la traite, les poules forcées à pondre toujours plus, et les moutons poussés à donner leur laine sans jamais obtenir autre chose que quelques restes de nourriture et l'attente d'une faim misérable. Les chiens eux-mêmes, censés être les compagnons de l'homme, n'étaient que des gardiens forcés d'obéir, dressés plus à craindre qu'à aimer. M. Jones, souvent ivre, ne se souciait que peu du bien-être de ses bêtes. L'ivresse l'amenait à la négligence, parfois à la brutalité. Il ne nourrissait pas toujours ses animaux à l'heure, et lorsque les récoltes étaient mauvaises, c'étaient eux qui en payaient le prix, avec des ventres creux et des journées interminables. Pour lui, la ferme n'était qu'une entreprise à exploiter jusqu'au dernier souffle des créatures qui la peuplaient. Une vache trop vieille cessait de donner du lait, elle finissait au marché de l'abattoir. Un cheval perdait en vigueur, on le vendait à la colle. Une poule arrêtait de pondre. Sa chair était vite destinée à une marmite. Tout n'était que calcul, tout n'était que rendement. Mais dans ce climat de dureté, les animaux, malgré leur silence, avaient une mémoire et une conscience. Chacun d'eux savait que leur vie n'était qu'une succession de privations et d'efforts sans récompense. Ils travaillaient sans cesse, mais rien ne leur appartenait. Pas une goutte de lait, pas un grain de blé, pas un coin de terre. Tout allait à l'homme, et en particulier à ce fermier qui s'enivrait de leur sueur et se couchait le soir dans un confort qu'il ne connaîtrait jamais. C'est dans ce contexte qu'une figure singulière prit de plus en plus de place dans leurs pensées. Major, le vieux cochon sage, à la barbe blanche et au regard profond. Major n'était plus jeune, ses articulations étaient lourdes, sa démarche plus lente, mais son esprit, lui, restait vif. Il avait connu de nombreuses saisons, observé le cycle des récoltes et des naissances, vu partir au couteau tant de compagnons. Sa vieillesse lui donnait une autorité naturelle, non pas imposée par la force, mais reconnue par la sagesse. Les animaux voyaient en lui non seulement un ancien, mais une conscience éveillée, un guide capable de mettre en mots ce qu'eux-mêmes ressentaient sans toujours savoir l'exprimer. Un soir, alors que M. Jones s'était endormi, ivre, et que les animaux avaient terminé une longue journée de travail, Major demanda à tous de se réunir dans la grande grange. La lune projetait à travers les planches des lueurs pâles, et les souffles des bêtes formaient une atmosphère presque sacrée. On sentait qu'un événement important allait se produire. Major prit la parole, non avec la brutalité d'un ordre, mais avec la gravité d'un père s'adressant à ses enfants. Sa voix tremblait parfois sous le poids des ans, mais ses mots résonnaient avec une clarté qui captivait tous les cœurs présents. Il parla de leur vie telle qu'elle était, de cette servitude ininterrompue, de cette exploitation qui n'avait pour but que d'enrichir l'homme, sans jamais penser au bien-être des animaux. Il décrivit comment chaque goutte de lait, chaque œuf, chaque effort, chaque battement de cœur des bêtes n'étaient que des sacrifices volés pour nourrir le confort de leur maître. Il rappela que, malgré tout ce travail, aucun animal n'avait jamais connu une vraie liberté. Aucun n'avait goûté aux fruits de son labeur, et que tous finissaient tôt ou tard dans l'ombre de l'abattoir. Mais plus que de rappeler leur malheur, Major posa une question essentielle. Pourquoi cela devait-il être ainsi? Était-il naturel que l'homme règne sur eux, qu'il prenne tout et ne donne rien? N'étaient-ils pas des êtres vivants capables de sentir, de penser, de souffrir et d'espérer? Alors pourquoi accepter plus longtemps cette condition?
Dans le silence attentif de la grange, ces mots résonnaient comme une vérité que chacun portait déjà au fond de lui sans avoir jamais osé la dire. Les chevaux, les vaches, les poules, les moutons, les chiens, même les chats, écoutaient avec une intensité nouvelle. Major leur montra que leur oppression n'était pas une fatalité, mais une construction imposée par l'homme et que cette construction pouvait être renversée. C'est alors qu'il parla de rêve, de vision. Il décrivit une ferme où les animaux vivraient libres, où chacun travaillerait non pas pour enrichir un maître, mais pour le bien de tous. Il imagina des champs où les récoltes seraient partagées équitablement, où les veaux ne seraient plus arrachés à leur mère, où les œufs ne seraient plus volés, où chaque bête mourrait naturellement, dans la dignité et la paix. Il parla d'une société égalitaire, où il n'y aurait ni tyran, ni oppresseur, mais une communauté unie, bâtie sur la justice et la solidarité. Dans ces paroles, il n'y avait pas de promesse d'un paradis sans effort, mais au contraire l'idée que le travail continuerait, car la terre demandait toujours d'être cultivée. Mais ce travail aurait un sens nouveau. Il serait accompli pour soi, pour sa famille, pour la collectivité, et non plus pour engraisser un maître ivrogne et cruel. Peu à peu, l'atmosphère de la grange changea. Les yeux des animaux s'allumèrent d'une lueur nouvelle. L'espérance, ce sentiment qu'ils avaient presque oublié, renaissait dans leur poitrine. Ils commencèrent à imaginer ce monde possible, à se projeter dans cette liberté à portée de sabots, d'ailes ou de museaux. Même les plus timides, ceux qui d'ordinaire se taisaient, sentaient en eux un frisson d'enthousiasme. Major conclut en leur disant que son temps à lui touchait à sa fin, mais que son rôle n'était pas d'agir, seulement de semer une idée. Cette idée, il la confiait aux plus jeunes, à ceux qui avaient encore la vigueur de se lever et de se battre. Il leur demanda de ne jamais oublier que l'homme était l'ennemi, que l'homme était l'unique cause de leur servitude, et que leur émancipation passerait par la révolte. Ce discours, ce rêve d'égalité, resta gravé dans les cœurs. Quand la réunion prit fin et que les animaux retournèrent dans leurs abris, aucun ne pouvait plus voir la ferme comme avant. Ce n'était plus seulement un lieu de travail et de souffrance, mais désormais le théâtre d'une possibilité, le sol d'où pouvait germer une révolution. Ce fut cette nuit-là, sous l'impulsion d'un vieux cochon au crépuscule de sa vie, que naquit le rêve d'égalité. Un rêve fragile encore, mais assez puissant pour traverser les esprits, assez fort pour éveiller des générations d'animaux. Ce rêve qui, bientôt, se transformerait en action. Chapitre 2. La Révolution. La chaleur de l'été commençait à peser sur la ferme du manoir, et avec elle, la négligence de M. Jones s'aggravait. Ses journées étaient de plus en plus dictées par l'alcool, ses nuits par l'oubli. Les animaux le voyaient rentrer titubant, parfois incapable même de fermer la barrière de l'étable, laissant les bêtes exposées au courant d'air ou à la faim. Leur maître, jadis déjà dur, était devenu un fardeau pour sa propre exploitation, et ce relâchement ne faisait qu'accentuer la colère et la lassitude qui s'amoncelaient parmi les bêtes. La mémoire des paroles de Major, le vieux sage disparu peu après son discours, restait brûlante dans leur esprit. Ces mots s'étaient transformés en étincelles, et ces étincelles, attisées par la faim et les privations, devenaient une flamme. Chaque œuf arraché, chaque pisse vidée jusqu'à la douleur, chaque champ travaillé jusqu'à épuisement sans recevoir la moindre reconnaissance, rappelait aux animaux qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ainsi. L'injustice devenait insupportable, et bientôt, elle trouva son moment d'explosion. Un soir, alors que la chaleur avait vidé la journée de toute énergie, M. Jones, une fois encore ivre, oublia de nourrir ses bêtes. La ration de grains fut négligée, les abreuvoirs laissés presque vides. Les estomacs vides commencèrent à gronder, les poules picoraient le sol poussiéreux sans rien trouver. Les vaches meuglaient de douleur, les chevaux tapaient du sabot, impatients et frustrés. Cette fois, la limite fut franchie. Les plus jeunes, poussés par l'instinct de survie, se dirigèrent vers le dépôt de nourriture. D'abord hésitants, puis de plus en plus nombreux, ils brisèrent les portes et se jetèrent sur les sacs de grains. Le bruit attira les autres, et bientôt, tous les animaux participèrent à cette frénésie. Mais l'homme, alerté par ce tumulte, apparut avec son fouet, hurlant et frappant sans retenue pour rétablir son autorité. Ce fut l'erreur fatale. Un cri s'éleva, un cri de douleur et de révolte, et soudain, la masse des bêtes se retourna contre lui.
Les chevaux ruèrent, les vaches chargèrent, les moutons bêlèrent d'une fureur incontrôlable, et même les plus petits, comme les oies et les canards, participèrent en mordant et en piquant. Le fouet de Jones claquait encore, mais il était dérisoire face à cette marée de corps enragés. Les chiens, eux-mêmes maltraités trop longtemps, se retournèrent contre leur maître, leurs crocs prêts à défendre leurs semblables plutôt que de servir l'homme. Jones, dépassé, effrayé par cette union soudaine, tenta de se défendre, mais chaque coup qu'il portait ne faisait qu'attiser la colère. Enfin, incapable de contenir l'assaut, il lâcha son fouet et prit la fuite. Ses ouvriers, surpris par la révolte, n'osèrent pas rester, eux aussi s'enfuirent, chassés par les cris et les ruades. Les animaux, grisés par cette victoire inattendue, poussèrent leur maître hors de la ferme, au-delà de la barrière, et refermèrent derrière eux les lourds portails. Le silence qui suivit était presque irréel. La ferme, pour la première fois, n'appartenait plus à l'homme. Les bêtes haletaient, leurs flancs gonflés d'effort, leurs yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Ils se regardaient entre eux, comme pour s'assurer que ce qu'ils venaient de faire n'était pas un rêve. Mais la réalité était bien là. Jones et ses hommes étaient partis, et la ferme était désormais entre leurs mains. Alors, un cri de triomphe s'éleva, repris par toutes les voix, grandes et petites. Les poules caquetèrent, les chevaux hennirent, les vaches mugirent, les moutons bêlèrent à l'unisson. Ce n'était plus le langage des opprimés, mais celui de la liberté. L'air de la nuit vibrait de ce cœur sauvage, cette proclamation instinctive qu'une ère venait de s'achever. Dans l'euphorie, ils se mirent à explorer leur ferme, non plus comme des esclaves, mais comme des propriétaires. Chaque recoin semblait nouveau, chaque muret, chaque grange prenait un sens différent. Là où ils n'avaient vu que contrainte, ils découvraient maintenant promesse. Ils brûlèrent les fouets, brisèrent les entraves, détruisirent les instruments de domination. Les chaînes, les muselières, les couteaux utilisés pour les marquer furent rassemblés et détruits dans un grand feu de libération. Le crépitement des flammes ressemblait à une cérémonie, une purification qui lavait des années d'humiliation. Puis, rassemblés encore une fois dans la grange, ils commencèrent à organiser leur nouvelle vie. C'était le moment de donner une forme à leur liberté, de transformer l'élan de la révolte en structure durable. Les cochons, plus instruits et capables de lire, prirent le rôle de guide. Ils rappelèrent les paroles de Major et commencèrent à rédiger des règles simples que tous pourraient comprendre et suivre. Ces principes, inscrits à la peinture blanche sur le grand mur de la grange, devinrent la loi de la ferme des animaux. Ils proclamaient l'égalité de tous, l'interdiction pour un animal d'en dominer un autre, et la conviction que leur travail et leur récolte appartiendraient désormais à la communauté entière. Les animaux écoutaient, fascinés, chaque règle résonnant comme une promesse sacrée. Le souvenir encore vif de la tyrannie de l'homme les rendait attentifs et fervents. Ils juraient intérieurement de ne jamais reproduire ce qu'ils avaient subi. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, d'un espoir collectif. Les plus jeunes gambadaient déjà dans les champs, comme s'ils testaient leur liberté toute neuve, tandis que les plus vieux hochaient la tête avec gravité, mesurant le poids de ce qu'ils venaient de gagner. La nuit passa presque sans sommeil. Trop d'excitation, trop de projets emplissaient les esprits. Au matin, quand le soleil illumina la ferme, les animaux sortirent pour contempler leur domaine. Le même champ, la même maison, les mêmes clôtures, mais tout semblait différent. Car pour la première fois, tout cela leur appartenait. Ils n'étaient plus des esclaves, mais des maîtres de leur destin. Dans un élan de fierté, ils hissèrent un drapeau improvisé, symbole de leur liberté retrouvée. Les chants résonnaient dans l'air, mélange de gratitude envers Major et d'enthousiasme pour ce nouveau départ. Les animaux, jadis soumis et résignés, devenaient acteurs de leur propre histoire. L'union, la solidarité, l'espoir étaient palpables. Ils se sentaient invincibles, convaincus que jamais plus l'homme ne reviendrait leur reprendre ce qu'ils avaient conquis. La ferme du manoir avait disparu. Elle portait désormais un autre nom, un nom qui appartenait aux bêtes, la ferme des animaux. Chapitre 3. L'organisation et l'utopie fragile. Les jours qui suivirent la Révolution furent marqués par une effervescence sans précédent sur la ferme. Le départ précipité de Jones et de ses ouvriers avait laissé derrière lui un vide immense, mais aussi un horizon d'espérance.
Pour la première fois, les animaux se réveillaient sans craindre les cris du fermier, sans entendre le claquement du fouet ou le tintement des chaînes. L'air semblait plus léger, la terre plus fertile, et chaque recoin de la ferme respirait une liberté nouvelle. Pourtant, cette liberté fraîchement conquise devait être structurée, car l'absence d'organisation pouvait tout aussi vite ramener le chaos que la tyrannie humaine. Dès les premières heures, les cochons, qui avaient toujours été reconnus pour leur intelligence et leur capacité à lire et à écrire, prirent l'initiative d'organiser la vie commune. Boule de Neige et Napoléon, les deux figures les plus influentes, s'imposèrent naturellement comme des guides. Ils n'avaient pas besoin d'imposer leur autorité par la force, car les autres animaux, encore pleins de gratitude pour leur rôle dans la révolte, les regardaient avec admiration et confiance. Il ne s'agissait pas d'un pouvoir revendiqué, mais d'une responsabilité que tous semblaient leur attribuer. La première tâche fut de définir les bases d'une société nouvelle. Major, avant sa mort, avait planté la graine d'un rêve, celui d'une communauté égalitaire, où nul animal n'exploiterait son semblable, où tous travailleraient ensemble et récolteraient ensemble, où la tyrannie et l'injustice appartiendraient au passé. Mais ce rêve devait maintenant être transformé en règles concrètes, en principes visibles, afin que chacun s'y réfère et que nul n'oublie jamais l'esprit de la Révolution. Une grande assemblée fut organisée dans la grange, là où Major avait prononcé son discours visionnaire. Tous les animaux s'y rassemblèrent, les chevaux, majestueux dans leur force tranquille, les moutons, toujours groupés et un peu naïfs, les vaches, patientes et silencieuses, les chèvres, curieuses et attentives, les volailles, caquetant et battant des ailes avec agitation, les chiens, encore méfiants, mais fidèles à la cause, et même les canards et les pigeons, perchés sur les poutres de bois, voulant eux aussi être témoins de ce moment fondateur. Au centre, Boule de Neige, tenant entre ses sabots une craie qu'il avait trouvée dans la maison de Jones, s'avança vers le grand mur de la grange. C'est là que furent inscrits les fameux 7 commandements, fruits des longues discussions entre les cochons. Il voulait que ces lois soient simples, claires et compréhensibles par tous. Boule de Neige, conscient que la majorité des animaux ne savaient ni lire ni écrire, prit soin de les formuler de manière concise, en phrases brèves. Le silence régnait alors que les mots se traçaient sur le bois rugueux du mur. 1. Tout 2 pattes est un ennemi. 2. Tout 4 pattes ou tout être ailé est un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. Lorsque la dernière phrase fut écrite, un murmure parcourut la grange. Tous contemplaient ces mots comme s'ils étaient sacrés. Ils n'étaient pas simplement des règles, ils étaient l'essence même de leur libération, la promesse solennelle d'un avenir meilleur. Les moutons, qui avaient du mal à mémoriser des phrases longues, se voyaient déjà incapables de retenir ces 7 préceptes. Boule de Neige, observant leur regard perplexe, proposa une version simplifiée. 4 pattes, oui, 2 pattes, non. Ce slogan, court et facile à répéter, fut aussitôt adopté par les moutons qui, d'une voix monotone et insistante, se mirent à le bêler à l'unisson. Leur refrain résonna dans toute la ferme, marquant de son rythme lancinant le début d'une nouvelle ère. Avec des lois désormais écrites et visibles de tous, l'organisation put réellement commencer. La ferme, autrefois négligée par Jones qui se contentait d'exploiter sans entretenir, avait besoin de soins urgents. Les champs devaient être labourés, les clôtures réparées, les bâtiments consolidés. Ce fut alors que l'unité des animaux se révéla dans toute sa force. Sans contrainte ni menace, chacun trouva sa place et donna le meilleur de lui-même. Les chevaux, avec leur force colossale, furent la colonne vertébrale de ce renouveau. Malabar, dont la devise devint rapidement « Je vais travailler encore plus dur », tirait, portait, traînait sans jamais se plaindre. Douce, toujours généreuse, suivait son exemple, mettant sa puissance au service de tous. Les moutons et les chèvres, bien que moins forts, se montraient utiles en désherbant et en transportant de petites charges. Les poules et les canards ramassaient les graines éparpillées, évitant tout gaspillage. Même les chats,
connus pour leur paresse et leur opportunisme, participaient à leur manière, quoique de façon plus sélective et intéressée. Il régnait dans ces premières semaines une atmosphère d'utopie. Les journées étaient longues, le travail épuisant, mais l'énergie collective donnait à chacun le sentiment de contribuer à une cause supérieure. La nourriture, bien que parfois simple et frugale, avait une saveur nouvelle, celle de la liberté. Les récoltes, même si elles n'avaient pas encore atteint leur pleine maturité, semblaient déjà plus abondantes, comme si la terre elle-même, délivrée du joug de l'homme, récompensait ses véritables propriétaires. Pourtant, derrière cette harmonie apparente, les premières fragilités commençaient à se dessiner. Les cochons, qui s'étaient autoproclamés gardiens du savoir, prirent rapidement une place particulière dans l'organisation. Leur rôle dans la gestion des affaires communes était indéniable. Ils lisaient, écrivaient, planifiaient et tenaient des registres. Mais cette spécialisation les éloignait du labeur physique quotidien. Tandis que Malabar et les autres animaux s'épuisaient au champ, Napoléon et Boule de Neige restaient souvent à l'écart, discutant de stratégie, dessinant des plans ou révisant les règles. Les autres acceptaient cette différence sans protester, convaincus que c'était là une nécessité. Néanmoins, une légère hiérarchie commençait à se dessiner, presque imperceptible, mais bien réelle. Le soir, après les longues journées de travail, les animaux se réunissaient dans la grange pour ce qui était appelé l'Assemblée générale. Chacun avait le droit de s'exprimer et les débats étaient animés. Les poules piaillaient leurs idées, les moutons bêlaient des slogans, les chevaux, peu bavards, se contentaient d'acquiescer ou de secouer la tête. Mais dans la pratique, ce furent toujours les cochons qui formulaient les propositions les plus élaborées, qui orientaient les discussions et qui, au final, décidaient de la marche à suivre. Ce déséquilibre n'était pas encore perçu comme une menace. Au contraire, beaucoup se sentaient rassurés que des esprits plus vifs prennent en main la direction. Mais un germe était planté, celui d'un pouvoir naissant, concentré dans les mains d'une minorité. L'utopie fragile reposait sur une confiance aveugle, sur la certitude que tous restaient unis et égaux, alors même que les différences commençaient à s'accentuer. Un épisode marquant vint révéler cette ambiguïté. Un soir, alors que Boule de Neige enseignait laborieusement l'alphabet aux animaux, il s'aperçut que seuls les cochons parvenaient à progresser réellement dans l'écriture. Les chiens apprirent quelques lettres, les moutons rien du tout, les chevaux seulement quelques mots. Devant cette incapacité, il fut décidé que les cochons se chargeraient de l'éducation collective, mais que seuls eux maîtriseraient totalement la lecture et l'écriture. Ainsi, le savoir, cette arme si puissante, se trouva concentré entre leurs sabots. Et pourtant, malgré ces failles discrètes, l'enthousiasme général restait intact. Les animaux se sentaient maîtres de leur destin. Ils se rappelaient encore la dureté de Jones, les coups, la faim, la servitude. Comparé à ce passé sombre, la vie nouvelle brillait d'un éclat incomparable. Même les plus sceptiques admettaient que la Révolution avait ouvert une voie unique, une chance inespérée. Mais au fond des regards, parfois, se glissait une ombre. Était-il vraiment possible de maintenir cette égalité parfaite? Était-il réellement concevable qu'aucun ne domine jamais? Le pouvoir, aussi invisible soit-il, commençait déjà à tracer ses contours. Car l'organisation, aussi belle et idéale qu'elle paraissait, portait déjà en elle les germes de sa propre fragilité. Chapitre 4. La montée du pouvoir des cochons. Après l'enthousiasme qui avait suivi la Révolution, la ferme des animaux semblait vivre une période d'unité fragile, comme suspendue entre les idéaux proclamés et les réalités du quotidien. Mais à mesure que les jours passaient, les différences de caractère et d'ambition entre les deux cochons les plus influents, Snowball et Napoléon, devinrent de plus en plus visibles. Leur rivalité ne se limitait pas à des divergences de détails, mais traduisait deux visions du monde qui allèrent marquer profondément l'avenir de la ferme. Snowball, vif d'esprit, imaginatif, passionné d'organisation et d'éducation, rêvait d'un système dans lequel tous les animaux deviendraient conscients, éclairés et capables de participer activement à la vie collective. Napoléon, plus taciturne, moins porté sur les discours, avançait lentement mais sûrement avec un objectif très clair: accumuler du pouvoir personnel, imposer son autorité et progressivement réduire toute forme de contestation. Ces deux trajectoires, d'abord discrètes, finirent par se heurter,
Et c'est de cette confrontation que naquit la montée irrésistible des cochons au sommet de la hiérarchie. Le climat qui régnait alors sur la ferme offrait un terrain fertile pour la manipulation. La majorité des animaux, bien que sincèrement attachés aux idéaux de justice et d'égalité proclamés après la chute de Jones, restaient illettrés et naïfs. La plupart d'entre eux ne retenaient que des bribes des 7 commandements, gravés sur le mur de la grange, et les répétaient comme des formules sacrées sans réellement les comprendre. Les cochons, seuls véritables détenteurs du savoir, disposaient ainsi d'un avantage immense, celui de pouvoir interpréter, corriger et parfois détourner les règles à leur convenance, sous prétexte d'en préserver l'esprit. Snowball utilisait ce savoir pour convaincre, expliquer et mobiliser, tandis que Napoléon préférait la discrétion et l'action souterraine, recrutant dans l'ombre ses partisans les plus fidèles. Parmi eux, les chiens qu'il élevait secrètement depuis la Révolution devinrent un instrument redoutable, façonné dès leur jeunesse pour lui obéir aveuglément. Mais ce projet restait caché, et aux yeux des autres, Napoléon semblait se contenter de discuter, de participer aux assemblées et de feindre un intérêt commun. Les débats entre Snowball et Napoléon devinrent bientôt le cœur de la vie politique de la ferme. Chaque assemblée du dimanche, censée être un moment de fraternité et de décision collective, se transformait en une joute oratoire entre les deux leaders. Snowball, brillant, captivait son auditoire par des discours passionnés. Il parlait de progrès, de projets novateurs, d'améliorations concrètes pour alléger le travail. Il proposait par exemple la construction d'un moulin à vent qui produirait de l'électricité, permettant d'allumer les étables, d'actionner des machines et de libérer les animaux de certaines tâches les plus pénibles. Son enthousiasme soulevait l'adhésion, surtout chez les plus jeunes animaux qui rêvaient d'un avenir lumineux. Napoléon, lui, ne brillait pas par ses arguments, mais il savait utiliser une autre arme, la méfiance. Chaque fois que Snowball parlait de grandes innovations, Napoléon répliquait en insistant sur les dangers, sur le risque de détourner les forces de la ferme vers des illusions, sur la nécessité de se concentrer d'abord sur la production alimentaire. Ce contraste entre l'imagination exaltée de l'un et le pragmatisme suspicieux de l'autre divisait lentement la communauté. C'est dans cette division que s'enracinait la manipulation. Les animaux simples, comme les moutons, se retrouvèrent souvent à répéter mécaniquement des slogans. Snowball leur avait appris « 4 pattes, oui, 2 pattes, non », et il l'entonnait en chœur, interrompant les débats avec un enthousiasme qui n'était pas toujours spontané, mais qui donnait l'illusion d'un soutien massif. Napoléon, observant cela, comprit qu'il devait, lui aussi, créer ses propres mécanismes de propagande. Sa méthode était moins visible, mais plus profonde. Plutôt que de se contenter de slogans, il cherchait à s'imposer par la peur, la loyauté forcée et l'autorité brute. Ainsi, ses chiots grandissaient dans l'ombre, formés pour devenir la garde rapprochée qui, au moment opportun, lui permettrait d'imposer sa suprématie. Les premiers signes de distorsion entre les idéaux proclamés et la réalité commencèrent alors à apparaître. Bien que tous les animaux fussent théoriquement égaux, les cochons s'étaient réservés certains privilèges. Ils prenaient le lait produit chaque jour, arguant que c'était nécessaire pour alimenter leur cerveau, puisqu'ils devaient réfléchir pour le bien commun. Ils s'étaient également approprié une partie des pommes tombées, en affirmant que c'était une mesure indispensable pour leur santé, donc pour la survie du collectif. La plupart des animaux, incapables de contester les explications savamment présentées par Squealer, le maître de la rhétorique au service de Napoléon, acceptaient ces entorses en silence. Squealer, avec ses arguments tordus et sa voix persuasive, parvenait toujours à convaincre que ses décisions, bien qu'injustes en apparence, servaient en réalité l'intérêt de tous. Ainsi s'installait insidieusement une hiérarchie que l'on avait juré d'abolir. La montée du pouvoir des cochons ne fut pas un coup d'éclat soudain, mais un glissement progressif, presque imperceptible. Les animaux, dans leur majorité, continuaient à croire qu'ils vivaient une époque de liberté nouvelle. Ils travaillaient dur, convaincus de bâtir un avenir meilleur, et se consolaient de leur privation par la certitude qu'ils n'étaient plus exploités par les humains. Pourtant, sous cette surface, les inégalités se creusaient, et le rêve initial d'égalité commençait déjà à s'effriter. Snowball, malgré son énergie et sa volonté sincère de transformer la ferme, ne voyait pas venir la menace que représentait son rival.
Il croyait à la force de la parole, à la puissance des idées, et sous-estimait la stratégie plus sournoise de Napoléon. La rivalité entre les deux cochons atteignit son paroxysme lors des discussions autour du moulin à vent. Snowball, exalté, en détaillait les plans, les avantages, les bénéfices pour la communauté. Napoléon, excédé, se contenta de se lever, de jeter un regard circulaire et fit appel à ses chiens. En un instant, la véritable nature de son pouvoir éclata au grand jour. Les chiens se ruèrent sur Snowball, le poursuivirent et l'obligèrent à fuir précipitamment la ferme. L'événement, brutal, marqua un tournant irréversible. Les animaux, choqués, n'osèrent intervenir. Ils avaient vu Snowball courir pour sauver sa vie, tandis que Napoléon, imperturbable, reprenait sa place en maître incontesté. La peur s'installa, et avec elle la fin des illusions. La démocratie des assemblées, les débats contradictoires, l'utopie fragile d'une société égalitaire, tout cela s'évapora en quelques instants. Désormais Napoléon régnait seul. Il n'avait pas besoin de convaincre, il lui suffisait d'ordonner. Les chiens veillaient à ce que personne n'ose protester, tandis que Squealer s'employait à réécrire l'histoire, expliquant que Snowball avait toujours été un traître, qu'il conspirait avec les humains, et que son départ n'était qu'une victoire de la vigilance. Les animaux, désorientés, oscillaient entre doute et soumission. Certains, comme Boxer le cheval, se contentaient de redoubler d'efforts, répétant inlassablement leur devise « Je travaillerai plus dur » ou « Napoléon a toujours raison ». Cette docilité offrait au nouveau maître un pouvoir sans limite. Le rêve d'égalité, qui avait nourri la révolte contre Jones, n'était plus qu'un souvenir. La ferme entrait dans une nouvelle ère, celle de la domination absolue des cochons. Ainsi, le chapitre 4, marqué par la montée du pouvoir des cochons, raconte l'histoire d'une transition subtile mais implacable, où les idéaux se heurtent à l'ambition, où la parole s'éteint devant la force, où la propagande remplace la vérité, et où les promesses d'un monde meilleur se déforment pour servir les intérêts d'une minorité. C'est dans cette tension entre le rêve et sa trahison que se joue l'essence même de la fable, une leçon intemporelle sur la fragilité de la liberté et sur la facilité avec laquelle le pouvoir peut corrompre ceux qui le détiennent. Chapitre 5 – La trahison et la dictature de Napoléon. L'expulsion de Snowball fut le moment décisif qui transforma radicalement le destin de la ferme des animaux. Jusqu'alors, malgré les désaccords, malgré les tensions, il restait encore une apparence de débat, une illusion de démocratie où chacun pouvait croire que sa voix comptait, que les décisions collectives reposaient sur une forme de consensus. Mais au moment où les chiens dressés par Napoléon surgirent comme une force de terreur, cette illusion s'effondra. Snowball, qui incarnait l'espoir, l'imagination et la possibilité d'un progrès partagé, fut chassé dans la violence, obligé de fuir pour sa survie. Et avec sa fuite, s'éteignit l'idée d'une gouvernance équitable. Le pouvoir tomba alors entre les mains d'un seul cochon, Napoléon, qui ne perdit pas de temps à montrer qu'il n'avait jamais eu l'intention de partager l'autorité. La ferme, autrefois animée par l'enthousiasme révolutionnaire, entra dans une ère de silence craintif et de soumission imposée. Le premier acte de Napoléon fut d'abolir les assemblées générales du dimanche. Ces réunions où les animaux venaient écouter les débats, voter les résolutions, discuter des projets, n'avaient plus lieu d'être. Désormais, déclara-t-il, les décisions importantes seraient prises par un comité spécial composé uniquement de cochons, sous sa supervision directe. Les autres animaux, bien que troublés par cette annonce, n'osèrent pas protester. L'image des chiens menaçants leur restait gravée dans la mémoire, et la fuite honteuse de Snowball leur servait de rappel brutal de ce qui arrivait à ceux qui osaient défier le nouveau maître. La démocratie s'était transformée en dictature en un seul geste, et les habitants de la ferme, paralysés par la peur, acceptèrent ce changement sans révolte. Mais Napoléon savait que la peur seule ne suffisait pas à gouverner. Pour consolider son autorité, il lui fallait aussi remodeler la perception des événements et réécrire l'histoire. C'est ici que Squealer, le propagandiste habile, entra en scène avec plus de force que jamais. Squealer commença à raconter que Snowball n'avait jamais été un véritable camarade, qu'il avait toujours conspiré contre la ferme, qu'il avait même travaillé en secret avec les humains, avec Jones, pour trahir la cause.
Les exploits de Snowball, comme son courage lors de la bataille de l'étable des vaches, furent effacés ou déformés. Désormais, selon le récit officiel, Snowball n'était pas un héros, mais un traître, un saboteur, un ennemi intérieur. Cette manipulation habile permit à Napoléon de transformer une expulsion brutale en un acte de légitime défense et de rallier les animaux derrière lui, non pas par conviction, mais par crainte de l'ennemi désigné. La peur devint alors un outil de contrôle systématique. Chaque problème, chaque difficulté rencontrée par la ferme fut attribuée à Snowball. Si une clôture s'effondrait, c'était Snowball. Si une récolte était moins abondante que prévu, c'était Snowball. S'il y avait une panne ou un incident, on accusait Snowball d'être revenu en cachette pour saboter les efforts des animaux. Cette obsession fabriquée d'un ennemi invisible avait un double effet. Elle justifiait les échecs du régime de Napoléon et elle maintenait les animaux dans une vigilance constante, convaincus qu'ils devaient se serrer les coudes derrière leur chef pour survivre. La vérité pourtant était que la ferme commençait à souffrir d'un manque d'organisation, d'une exploitation accrue et d'une fatigue générale. Mais il était plus simple de croire que tout cela venait d'un traître imaginaire que d'oser mettre en cause la nouvelle autorité. Pendant ce temps, les privilèges des cochons s'élargissaient. Ils s'installèrent dans la maison de Jones sous prétexte qu'ils avaient besoin de conditions de vie adaptées à leurs fonctions intellectuelles. Ils commencèrent à dormir dans les lits, à manger des repas plus copieux, à s'entourer de conforts qui contredisaient ouvertement les commandements gravés sur le mur. Mais à chaque fois que les animaux osaient se souvenir des règles d'égalité, Squealer trouvait une explication. Les commandements, disait-il, avaient été mal compris ou mal lus. Aucun animal ne doit dormir dans un lit, se transforma ainsi en aucun animal ne doit dormir dans un lit avec des draps. Et comme la plupart des animaux ne savaient pas lire, ils n'avaient d'autre choix que de croire cette version corrigée. La réécriture des lois devenait une arme subtile, mais terriblement efficace pour normaliser la trahison des idéaux. Le travail, quant à lui, devint de plus en plus dur. Napoléon exigeait une productivité accrue, justifiant chaque sacrifice par l'avenir radieux promis par ses projets. Le moulin à vent, que Snowball avait imaginé, fut ironiquement repris par Napoléon, qui le présenta comme sa propre idée. Les animaux se tuèrent à la tâche pour ériger cette construction colossale, persuadés qu'elle serait la clé de leur libération. Mais en réalité, elle devint un instrument d'asservissement. Leur énergie, leur sueur et parfois leur sang furent consacrés à un projet qui symbolisait moins le progrès que le pouvoir de Napoléon sur eux. Et à chaque fois qu'ils se plaignaient, Squealer leur rappelait qu'ils travaillaient non pour un maître humain, mais pour eux-mêmes, pour la gloire de la ferme, pour l'avenir de leurs enfants. Ce mensonge, répété sans cesse, finit par étouffer les murmures de mécontentement. La violence, enfin, compléta le système de domination. Napoléon organisa des purges régulières, où les animaux accusés de trahison étaient publiquement exécutés. Sous les yeux terrifiés de leurs camarades, des moutons, des poules, parfois même des chevaux, étaient forcés d'avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis avant d'être massacrés par les chiens de Napoléon. Ces scènes sanglantes servaient de démonstration. Quiconque oserait se dresser contre le pouvoir serait détruit sans pitié. La ferme, qui devait être un havre de liberté, était devenue un lieu de terreur permanente, où chaque animal surveillait ses propres pensées et craignait même de rêver à un autre avenir. La trahison de Napoléon ne résidait pas seulement dans son expulsion de Snowball, mais dans la dénaturation complète des idéaux initiaux. Ce qui avait commencé comme une révolte pour la justice et l'égalité s'était transformé en une dictature brutale, plus impitoyable encore que celle de Jones. Car si l'ancien fermier exploitait les animaux pour son profit personnel, il ne leur volait pas leur mémoire, leur histoire, leur langage. Napoléon, lui, s'empara non seulement de leur corps, mais aussi de leur esprit. En manipulant les faits, en remodelant la vérité, en contrôlant leur peur, il effaça jusqu'à la possibilité de se rappeler que les choses avaient été différentes. Certains animaux, malgré tout, gardaient au fond d'eux une lueur de doute. Clover, la jument douce et bienveillante, se souvenait confusément des promesses d'égalité, des commandements simples et clairs que Major avait enseignés. Mais lorsqu'elle tentait de confronter sa mémoire aux nouvelles règles, elle doutait d'elle-même. Boxer, le cheval de trait, s'enferma dans une foi aveugle. « Napoléon a toujours raison », répétait-il.
convaincus que la seule manière de survivre était de travailler plus dur, d'accepter, de ne pas réfléchir. Les moutons, eux, bêlaient à longueur de journée les slogans appris, couvrant toute tentative de réflexion. Et les plus jeunes animaux, nés après la Révolution, ne connaissaient même pas les anciens idéaux. Pour eux, la réalité était ce que Napoléon disait qu'elle était. Ainsi se construisit la dictature, non pas par un coup d'éclat, mais par une série de renoncements, de manipulations et de terreurs qui, cumulées, étouffèrent toute possibilité de résistance. La ferme, qui avait rêvé d'un monde juste, se retrouvait soumise à une tyrannie d'autant plus redoutable qu'elle se prétendait légitime. Napoléon, en concentrant tout le pouvoir, en utilisant la peur et la violence comme outils de contrôle, ne fit pas seulement trahir la mémoire de Major. Il transforma la ferme des animaux en une caricature monstrueuse de ce qu'elle avait juré de combattre. Et les habitants, prisonniers de cette nouvelle réalité, n'avaient plus d'autre choix que de survivre dans le silence, en espérant qu'un jour, peut-être, la promesse d'égalité renaîtrait de ses cendres. Chapitre 6. La manipulation et la réécriture de l'histoire. La ferme des animaux, qui autrefois avait été perçue comme le lieu où l'égalité allait enfin triompher, s'était transformée en un théâtre où les règles changeaient en silence, où les vérités se remodelaient selon les besoins de ceux qui détenaient le pouvoir. Les cochons, désormais confortablement installés dans leur rôle de dirigeants, avaient trouvé une arme plus puissante que les simples menaces ou les coups de bâton. La manipulation subtile des esprits et la réécriture progressive de l'histoire commune. Là où le souvenir devait être une arme contre le mensonge, il devenait au contraire un outil malléable, façonné pour servir l'ordre établi. Les animaux, fatigués par les journées interminables de labeur et aveuglés par la confiance qu'ils avaient initialement placée dans les cochons, devenaient les victimes dociles de ce nouveau stratagème. Le premier changement, presque imperceptible, fut remarqué par quelques-uns seulement. Sur le mur de la grange, là où les commandements avaient été soigneusement peints à la suite de la Révolution, une phrase semblait ne plus correspondre tout à fait à ce que la mémoire collective en retenait. Les moutons, les vaches et même quelques chevaux avaient la conviction que l'un des articles proclamait clairement « Aucun animal ne boira d'alcool ». Pourtant, un matin, certains eurent la surprise de lire « Aucun animal ne boira d'alcool à l'excès ». Le glissement était subtil, presque invisible, mais il marquait le début d'un processus redoutable. Lorsque des animaux osèrent murmurer qu'il y avait eu modification, Bril-Babil, le cochon orateur à la langue agile, s'avança avec son sourire mielleux et son ton paternaliste. Il affirma qu'aucun changement n'avait eu lieu, que la mémoire des animaux était imparfaite, et que leur propre fatigue avait probablement embrouillé leur jugement. Il rappelait sans cesse que les cochons étaient les gardiens du savoir et que si eux affirmaient une chose, c'est qu'elle devait être vraie. Les animaux, confus, baissaient les yeux et retournaient à leur travail, convaincus que leur propre mémoire les trahissait. Bril-Babil était l'instrument le plus efficace de Napoléon. Doué d'une éloquence rare, il savait transformer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Chaque discours qu'il prononçait ressemblait à un envoûtement. Il flattait les animaux en leur rappelant qu'ils avaient participé à une grande révolution, qu'ils étaient libres, que leur vie était infiniment meilleure qu'au temps de Jones. Puis, avec un art consommé de la rhétorique, il ridiculisait toute tentative de contestation. Les moutons, qui répétaient sans réfléchir les slogans préparés pour eux, formaient le cœur de cette grande mascarade. Leur fameux « 4 pattes, oui, 2 pattes, non » devint bientôt une mélodie lancinante, répétée à chaque occasion pour étouffer les voix discordantes. Les commandements, un à un, commencèrent à être modifiés. Aucun animal ne dormira dans un lit, devint au fil du temps. Aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. Cette nuance ouvrit la voie aux cochons pour occuper la maison de Jones et jouir du confort jadis interdit. Lorsque des animaux plus méfiants, comme Muriel la chèvre ou Benjamin l'âne, osaient relever ces anomalies, Bril-Babil leur opposait des arguments logiques, des explications faussement rationnelles qui finissaient toujours par instiller le doute. La stratégie n'était pas seulement de transformer les lois, il s'agissait aussi d'user la mémoire, de briser la confiance que chaque animal pouvait avoir en son propre souvenir. Ainsi, peu à peu, les cochons devenaient les gardiens exclusifs de la vérité. Ce processus de manipulation ne se limitait pas au commandement. L'histoire elle-même, les événements récents,
était remodelé pour mieux asseoir le pouvoir de Napoléon. La bataille de l'étable, où Snowball avait joué un rôle héroïque en menant les troupes, fut progressivement réinterprétée. Brilbabil, sur ordre de Napoléon, se mit à répandre l'idée que Snowball n'avait jamais été un héros, mais un traître infiltré, un complice de Jones. Il affirma que sa bravoure n'était qu'un simulacre destiné à tromper les animaux. Pire encore, il suggérait que Snowball avait en réalité tenté de faire échouer la bataille, et que la victoire n'avait été obtenue que grâce à la clairvoyance de Napoléon. Les animaux, troublés, se souvenaient encore des scènes où Snowball avait affronté les hommes avec courage, mais leur hésitation était rapidement balayée par l'assurance des discours de Brilbabil. La propagande prenait différentes formes. Elle se manifestait dans des chansons, dans des slogans, dans des récits quotidiens qui enjolivaient les actions de Napoléon et noircissaient celles de ses adversaires. Les moutons, encore une fois, jouaient un rôle central. À chaque rassemblement, ils beuglaient sans répit les formules imposées, étouffant les murmures de contestation. Quant aux animaux les plus simples d'esprit, comme les poules ou les moutons eux-mêmes, ils ne pouvaient pas suivre les subtilités des débats. Leur confiance naïve en la parole des cochons faisait d'eux les instruments parfaits de la domination. Le plus tragique résidait dans la lenteur et la discrétion du processus. Rien n'était imposé brutalement. Les transformations se faisaient par petites touches, presque invisibles, si bien que les animaux finissaient par s'habituer. Ce qui hier semblait impossible devenait normal aujourd'hui, et banal demain. Lorsque les cochons commencèrent à commercer avec les humains, activité autrefois formellement interdite, les animaux protestèrent faiblement. Mais Brilbabil leur rappela que les commandements n'avaient jamais interdit le commerce, que leur mémoire était une fois de plus en défaut, et que Napoléon agissait toujours dans leur intérêt. Les protestations moururent rapidement dans la résignation générale. Peu à peu, la fable de la liberté se transformait en une prison invisible. Les animaux, pourtant libérés de Jones, se retrouvaient captifs d'un autre joug plus insidieux encore, celui des mots, des discours et des mensonges savamment orchestrés. La force brute avait fait place à la manipulation psychologique. Les chaînes n'étaient plus de fer mais de croyances, et elles se révélaient plus solides que n'importe quelle cage. Benjamin, l'âne, semblait être le seul à percevoir clairement ce qui se tramait. Sa mémoire, plus résistante que celle des autres, lui permettait de noter les changements. Mais sa nature désabusée, sa conviction profonde que rien ne pouvait vraiment changer, le réduisait au silence. Il observait sans intervenir le triomphe de l'oubli sur la vérité. Son attitude symbolisait le désespoir de ceux qui voient mais ne croient plus en la possibilité d'agir. Ainsi, la ferme des animaux entrait dans une ère nouvelle. Les idéaux qui avaient nourri la révolte s'étiolaient, remplacés par une réalité falsifiée, où la mémoire devenait suspecte et où la vérité n'existait que dans la bouche des puissants. Chaque modification des commandements, chaque discours de Brilbabil, chaque slogan scandé par les moutons creusait un peu plus le gouffre entre le rêve d'égalité et la réalité d'une dictature subtile. La Révolution avait accouché d'une société où l'histoire elle-même n'appartenait plus aux animaux, mais à ceux qui savaient la réécrire. Chapitre 7. L'esclavage sous un autre nom. La ferme des animaux, née dans l'enthousiasme et l'espérance, s'était peu à peu métamorphosée en une prison déguisée sous les apparences de la liberté. Le rêve d'égalité qui avait animé les premiers jours s'était effrité, laissant place à une réalité brutale. Les animaux, jadis opprimés par Jones, travaillaient désormais plus durement que jamais, mais au profit exclusif des cochons. La promesse d'un monde sans exploitation avait tourné à la caricature cruelle de ce qu'ils avaient voulu fuir. Chaque aube apportait avec elle la fatigue, la résignation et la lourde certitude que leur sueur nourrissait le confort d'une élite grandissante. Le labeur était devenu incessant. Les champs devaient être labourés, les récoltes transportées, les granges entretenues et de nouveaux projets lancés à la demande de Napoléon. Le moulin, déjà source d'un travail harassant, était devenu un symbole paradoxal. Conçu comme l'instrument du progrès collectif, il représentait désormais l'asservissement des masses au service des ambitions d'un seul. Les animaux tiraient des charges toujours plus lourdes, leurs muscles se brisaient sous l'effort, mais ils se consolaient en répétant les slogans appris par cœur. « Napoléon a toujours raison » devint une formule magique,
un baume qui soulageait la douleur mais qui enfermait leur esprit. L'esclavage sous un autre nom se dévoilait dans chaque détail de la vie quotidienne. Autrefois, les animaux travaillaient pour arracher leur liberté à Jones. Il se disait alors qu'ils bâtissaient un monde nouveau, qu'ils posaient les fondations d'une société équitable. Aujourd'hui, leur énergie n'avait plus ce sens. Ils n'œuvraient plus pour eux-mêmes, mais pour maintenir le luxe grandissant des cochons. Tandis que les chevaux, les vaches, les moutons et les volailles s'épuisaient, les cochons grossissaient, leur peau devenait luisante et leur regard reflétait l'assurance arrogante des maîtres qui savent que personne n'osera les contester. Le culte de la personnalité autour de Napoléon devint l'élément central de cette nouvelle organisation. Chaque réussite, réelle ou inventée, lui était attribuée. Lorsque les récoltes étaient bonnes, Bril-Babil annonçait que cela était dû à la clairvoyance et à la sagesse incomparable de Napoléon. Quand elles étaient mauvaises, il affirmait que c'était à cause des ennemis, des saboteurs invisibles, ou encore des complots fomentés par Snowball, présentés comme l'ennemi éternel. Ainsi, même la souffrance devenait une arme de propagande. Les animaux, à force de répétition et de manipulation, finirent par croire que leurs épreuves étaient le prix nécessaire à la grandeur de Napoléon et, par extension, à leur propre sécurité. Des cérémonies furent instaurées, transformant chaque rassemblement en célébration de Napoléon. Son portrait commença à apparaître dans la grange, peint avec soin, encadré comme une icône religieuse. Les moutons, toujours dociles, s'alignaient devant son image et répétaient mécaniquement les slogans de louange. Les autres animaux, même ceux qui gardaient encore une part de lucidité, se voyaient contraints de participer, car refuser de montrer son enthousiasme pouvait être interprété comme une trahison. La peur devenait un second maître, invisible mais omniprésent, qui tenait chacun en laisse. Les cochons prirent l'habitude de raconter des récits glorieux sur Napoléon, des anecdotes héroïques, souvent inventées de toutes pièces. On disait qu'il avait pris seul les décisions qui avaient sauvé la ferme, qu'il avait inspiré le courage des troupes pendant la bataille, qu'il avait conçu le moulin dans ses moindres détails. Peu importait que tout cela fût faux, la répétition transformait le mensonge en vérité. Plus le temps passait, plus les animaux perdaient leurs repères. Ils ne savaient plus distinguer ce qu'ils avaient réellement vécu de ce qu'on leur imposait de croire. Leur mémoire collective se dissolvait sous l'avalanche des récits officiels. La trahison du rêve d'égalité se lisait dans chaque aspect de la vie à la ferme. Les commandements, jadis clairs et sacrés, n'étaient plus que des phrases malléables, adaptées aux besoins des cochons. Les repas, qui devaient être partagés équitablement, étaient désormais distribués selon des règles inégales. Les cochons recevaient le lait, les pommes, les meilleures rations, tandis que les autres devaient se contenter du strict minimum. La faim que les animaux croyaient avoir vaincue en se libérant de Jones revint sous une forme plus sournoise. Non pas le manque absolu, mais une privation constante, une impression d'injustice permanente. Ce contraste entre la misère des uns et le luxe des autres alimentait la frustration, mais celle-ci n'avait plus d'espace pour s'exprimer. La peur paralysait toute révolte. Napoléon avait appris à utiliser les chiens comme une garde personnelle, prêts à bondir sur quiconque aurait l'audace de protester. Le souvenir de Snowball, chassé avec brutalité, planait encore dans les esprits. Chacun savait qu'il pouvait subir le même sort s'il osait défier l'autorité. Le silence s'imposa comme la règle tacite de survie. Boxer, le cheval, incarnait cette contradiction douloureuse. Sa force, son courage et sa loyauté restaient inébranlables, mais ils étaient détournés au profit de Napoléon. Sa devise « Je travaillerai encore plus dur » se transforma en un outil de domination. Là où elle avait été une expression de dévouement volontaire, elle devint un slogan qui justifiait l'épuisement des animaux. Boxer croyait sincèrement que Napoléon guidait la ferme vers un avenir meilleur. Sa naïveté, jointe à sa puissance physique, en faisait l'outil parfait de la propagande. Les autres animaux, en voyant son endurance et sa fidélité, trouvèrent le courage de continuer, même si leur force déclinait. Le soir, dans les granges sombres, certains murmuraient encore leurs doutes. Muriel lisait parfois les commandements et constatait que leurs mots avaient changé, mais elle se heurtait au mur de la propagande. Benjamin, toujours cynique, observait sans intervenir. Il voyait clair dans cette mascarade, mais son fatalisme lui interdisait d'espérer un renversement.
Sa lucidité n'était plus un outil de résistance, mais une condamnation à l'impuissance. Les jeunes animaux nés après la révolte n'avaient même plus de souvenir d'un temps différent. Leur seule référence était le monde façonné par Napoléon, et ils l'acceptaient sans comparaison possible. Ce qui rendait l'esclavage encore plus cruel était qu'il se présentait comme une liberté. Brillat-Babil répétait souvent que jamais les animaux n'avaient été aussi libres, aussi heureux, aussi prospères. Ces mots sonnaient creux, mais leur incessante répétition finissait par engourdir l'esprit. Les animaux, trop fatigués pour réfléchir, trop isolés pour se rassembler, acceptaient cette illusion. Ils étaient esclaves, mais esclaves convaincus d'être libres. Ainsi, la ferme des animaux s'était refermée sur elle-même comme un piège. Le rêve d'égalité avait été trahi, remplacé par une hiérarchie impitoyable. Les cochons étaient devenus les nouveaux humains, et les autres animaux, leurs domestiques. La sueur, le sang et les sacrifices des uns nourrissaient le confort, la puissance et l'orgueil des autres. Et au centre de tout, Napoléon, objet d'un culte qui ne cessait de croître, trônait comme un souverain absolu. La révolution, censée abolir l'esclavage, avait simplement changé de maître. Les chaînes n'étaient ni plus visibles, mais elles se ressentaient dans chaque muscle fatigué, dans chaque ventre affamé, dans chaque silence imposé. C'était bien là l'ironie la plus cruelle. Les animaux avaient conquis leur liberté, mais ils vivaient désormais un esclavage encore plus profond, parce qu'il était dissimulé sous les oripeaux du progrès et de la justice. Chapitre 8. La grande révélation finale. La ferme des animaux, née dans l'espérance et bâtie sur le rêve d'un monde juste, avait lentement mais sûrement glissé vers un cauchemar. Ce qui s'annonçait comme une libération s'était transformé en une oppression d'un genre nouveau, si bien que, dans les derniers temps, les animaux commencèrent à ne plus distinguer la différence entre l'ancien maître, le fermier Jones, et leur prétendu libérateur devenu dirigeant. L'histoire de cette lente métamorphose, d'abord presque imperceptible, aboutit un jour à une révélation si brutale et si amère qu'aucun des animaux n'osa plus jamais prononcer le mot « liberté ». Depuis longtemps déjà, les cochons s'étaient arrogés des privilèges grandissants. Mais il subsistait encore dans l'esprit des autres animaux l'idée que, malgré tout, une barrière fondamentale séparait les cochons des hommes. Les humains représentaient l'ennemi ancestral, celui qui les avait exploités pendant des générations. Les cochons, eux, étaient censés être des frères, des compagnons de lutte, des animaux partageant les mêmes souffrances. Mais plus les jours passaient, plus les signes s'accumulaient et plus il devenait clair que cette différence s'était effacée. Les cochons marchaient désormais sur deux pattes, tenaient des fouets, portaient des vêtements, fumaient des pipes et buvaient du whisky. Ce qui paraissait autrefois inconcevable s'était imposé comme une évidence. Les cochons avaient adopté les habitudes des humains, leurs vices, leur arrogance et leur cruauté. La scène la plus marquante de cette transformation fut le banquet organisé dans la maison un soir d'automne. Tous les cochons s'étaient rassemblés autour d'une grande table, invités par Napoléon à célébrer l'alliance conclue avec les fermiers voisins. Les autres animaux, intrigués par le bruit, s'approchèrent discrètement des fenêtres et observèrent, pétrifiés, ce qui se déroulait à l'intérieur. Ils virent des cochons, ventrus et satisfaits, assis côte à côte avec des humains, trinquant à leur santé, riant de plaisanteries complices, échangeant des toasts et des promesses. La frontière sacrée entre l'oppresseur et l'opprimé avait disparu. Ceux qui avaient juré d'abolir la tyrannie s'étaient fait tyrans eux-mêmes, non seulement semblables aux hommes, mais encore plus impitoyables. Les animaux dehors, immobiles dans la nuit, ressentirent un mélange d'incrédulité et de désespoir. Ils reconnaissaient ces silhouettes qui se dressaient debout sur leurs deux pattes, ces visages porcins devenus difformes par l'excès, par l'avidité et par le mépris. Mais, dans la lumière tremblante des lampes, leurs traits semblaient fondre et se confondre avec ceux des humains à leur côté. Il devint impossible de distinguer qui était l'homme, qui était le cochon. Les rires se mêlaient, les voix se confondaient, les gestes étaient identiques. Dans ce brouillard d'alcool, de fumée et d'arrogance, l'identité même des maîtres se dissolvait. Pour les animaux qui regardaient, une certitude glaçante s'imposa. Leur nouveau dirigeant n'était pas différent des anciens. Pire encore, ils étaient devenus une version décuplée de ce qu'ils avaient combattu. La phrase fatidique
celle qui devait graver dans leur mémoire le constat ultime de cette trahison, apparut quelques jours plus tard sur le mur de la grange. Là où, autrefois, étaient inscrits les commandements qui guidaient leurs révoltes et leurs rêves, une seule sentence brillait désormais, peinte en lettres blanches et définitives. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Ces mots, absurdes et terriblement logiques à la fois, résumaient tout le chemin parcouru, de l'espoir de l'égalité absolue à l'institutionnalisation d'une hiérarchie cynique. Ce n'était plus seulement un renversement de l'idéal initial, c'était une parodie monstrueuse de ce qui avait été promis. L'égalité, jadis sacrée, avait été retournée contre ceux qui y avaient cru, transformée en instrument de soumission. Ce slogan, répété par Bril Babil avec son éloquence familière, ne rencontra presque aucune opposition. Les animaux épuisés, trop abrutis par des années de travail et de privation, n'avaient plus la force de protester. Certains, comme Benjamin, comprenaient toute l'ampleur de l'ironie, mais leur lucidité se transformait en un fardeau solitaire. D'autres, comme Boxer avant sa chute, avaient trop longtemps cru que Napoléon œuvrait pour le bien commun et leur dévouement avait été brisé, consumé jusqu'à la mort. Les jeunes animaux, nés sous la dictature des cochons, n'avaient jamais connu autre chose. Ils acceptaient cette formule contradictoire comme une vérité parce qu'elle était la seule réalité à leur portée. Ainsi, la révélation finale ne fut pas seulement la prise de conscience de la trahison, mais aussi celle de l'impuissance. Les animaux virent clairement qu'ils étaient revenus au point de départ, voire plus bas encore. Sous Jones, l'exploitation était brutale mais honnête. Les animaux savaient qu'ils étaient esclaves. Sous Napoléon, l'exploitation s'enrobait de discours, de slogans et de fausses promesses. Leur servitude était plus profonde parce qu'elle s'appuyait sur le mensonge, sur la manipulation de leur mémoire et sur la corruption de leurs idéaux. Ils n'étaient plus seulement prisonniers de leur corps, mais aussi de leur esprit. L'image des cochons attablés avec les hommes, riant et trinquant, devint un symbole gravé dans leur conscience. Ce banquet marquait la fusion des deux figures de l'ennemi, l'ancien et le nouveau, jusqu'à leur indiscernabilité. Dans les yeux des animaux, il ne restait plus de différence. Les visages des cochons avaient changé, leurs expressions étaient devenues humaines et leurs gestes portaient la marque de la domination. Les animaux comprirent alors, avec une amertume infinie, que leur révolution avait échoué, que leurs rêves avaient été dévorés par ceux qui prétendaient l'incarner. Ce constat, ils n'osaient pas toujours le dire à voix haute, mais chacun le ressentait dans sa chair. La fatigue des journées interminables, la faim persistante, la peur omniprésente, les souvenirs effacés, tout cela formait une chaîne invisible mais plus lourde que celle qu'ils portaient jadis. Ils étaient revenus à la même oppression, et même pire, car cette fois, l'oppresseur portait leur propre visage, parlait leur propre langue et prétendait agir pour leur bien. Cette duplicité ajoutait une couche de cruauté à leur souffrance. La grande révélation finale ne fut donc pas un événement soudain, mais l'aboutissement d'un long processus. Pourtant, ce moment où les animaux virent les cochons et les humains se confondre resta dans leur mémoire comme le point culminant, le coup de tonnerre qui fit tomber le dernier voile. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus d'avenir, que leur lutte avait été vaine, et que l'histoire se répétait, toujours au détriment des faibles et toujours au profit des puissants. Alors, dans le silence de la nuit, en observant par la fenêtre ces rires gras et ces toasts hypocrites, les animaux se détournèrent lentement. Aucun cri, aucune révolte, aucune protestation. Seulement une résignation glaciale, un vide intérieur. Ils avaient espéré, ils avaient cru, ils avaient travaillé, souffert et donné leur vie pour un idéal. Et au bout du chemin, ils découvraient qu'ils étaient revenus à la case départ. Non, pire encore. Ils avaient offert leur liberté pour en recevoir une illusion, et cette illusion avait renforcé les chaînes qu'ils portaient. Dans l'ombre, il ne restait qu'une vérité amère. La ferme des animaux n'était plus à eux. Elle appartenait aux cochons, qui étaient désormais indissociables des hommes. Et eux, les travailleurs, les rêveurs, les bâtisseurs de cette révolution, n'étaient plus que des esclaves, condamnés à contempler l'échec de leurs rêves. La ferme des animaux, telle que George Orwell l'a imaginée, ne se réduit pas à une simple histoire où des animaux parlent et s'organisent. Ce récit, derrière son apparente simplicité,
cache une profondeur universelle, une leçon de vie intemporelle qui dépasse largement le cadre de la ferme et de ses habitants. En observant attentivement la chute de cet idéal d'égalité vers une dictature implacable, on comprend que l'auteur ne voulait pas seulement dénoncer un épisode précis de l'histoire, mais qu'il cherchait à nous tendre un miroir. Ce miroir reflète les faiblesses humaines, les dangers du pouvoir et la facilité avec laquelle les rêves les plus purs peuvent être déformés lorsqu'ils tombent entre les mains de ceux qui savent manipuler la mémoire et la crédulité des foules. La première grande leçon que nous pouvons tirer est que le pouvoir, aussi noble soit-il au départ, porte en lui une tentation qui finit souvent par corrompre celui qui le détient. Dans l'histoire de la ferme, les cochons avaient commencé par incarner l'espoir, le courage et l'intelligence. Ils avaient libéré leurs camarades de l'oppression de Jones, et pendant un temps, ils ont même représenté un leadership nécessaire, capable d'organiser la communauté pour bâtir quelque chose de nouveau. Mais très vite, l'équilibre s'est rompu. Ce qui était présenté comme des décisions collectives est devenu un outil pour concentrer les privilèges. Ce qui était une cause commune est devenu un instrument de domination. Le message est clair. Il ne suffit pas de se débarrasser d'un tyran pour être libre, car la tyrannie peut renaître de l'intérieur, au cœur même des révolutionnaires qui prétendaient combattre l'injustice. Cette logique, nous la retrouvons dans bien des révolutions de notre monde. L'histoire nous montre que souvent, les mouvements qui commencent avec des slogans d'égalité, de liberté et de justice finissent par engendrer de nouveaux régimes autoritaires, parfois plus brutaux encore que ceux qu'ils ont renversés. Ce n'est pas un hasard si Orwell a choisi de s'inspirer de la révolution russe et de la montée du stalinisme. Là où l'idéal de justice sociale devait naître, une dictature encore plus féroce a vu le jour. Mais réduire l'œuvre à cette seule allégorie serait une erreur, car la ferme des animaux va bien au-delà de ce contexte. Elle parle de toutes les sociétés, de toutes les époques, y compris de la nôtre. La deuxième leçon est que les révolutions, aussi sincères qu'elles puissent paraître, peuvent trahir leurs idéaux si la vigilance n'est pas constante. Ce que Major avait rêvé, une société sans maître et sans esclaves, a fini par devenir un système où une poignée d'animaux contrôlait tout, pendant que la majorité travaillait dans la misère. Cette dérive est la conséquence d'un manque de mémoire collective et d'un excès de confiance envers ceux qui se disent protecteurs du peuple. Dans l'histoire, les commandements changent peu à peu, et les animaux, au lieu de se souvenir de leur rêve initial, finissent par accepter la nouvelle version imposée par la propagande. Ce mécanisme est terriblement actuel. Il suffit de regarder notre époque. Les discours changent, les promesses s'effacent, et la masse trop occupée à survivre oublie ce qui lui avait été promis. C'est ainsi que les idéaux s'éteignent doucement, remplacés par la résignation. La troisième leçon, peut-être la plus cruciale, est que la mémoire et l'esprit critique sont les seules véritables armes contre la manipulation. Ce n'est pas un hasard si Orwell a montré comment les cochons ont réécrit l'histoire à leur avantage. Ils ont effacé Snowball de la mémoire collective, ils ont modifié les commandements, ils ont utilisé Bril-Babil pour déformer les faits. Les animaux, parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou la volonté de contester, ont fini par croire que ce qu'ils voyaient n'était pas réel. Ce mécanisme nous rappelle combien il est dangereux de perdre la capacité de questionner, de douter, de vérifier. Lorsqu'un peuple oublie son histoire, il devient vulnérable à ceux qui veulent la remodeler. Lorsqu'un individu cesse de réfléchir par lui-même, il devient la proie des manipulateurs. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, cette leçon est plus actuelle que jamais. Nous vivons à une époque où l'information circule en abondance, mais où la vérité est souvent noyée dans un océan de manipulation, de propagande et de discours séduisants. Les réseaux sociaux, les médias et les leaders politiques savent utiliser les mêmes mécanismes que les cochons de la ferme, répéter une idée jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence, jouer sur les émotions pour détourner l'esprit critique et réécrire la réalité pour servir leurs intérêts. La ferme des animaux est donc un avertissement direct pour nous tous. Ne jamais cesser de questionner, ne jamais accepter aveuglément ce qu'on nous présente, et surtout, ne jamais oublier les idéaux qui nous animent au départ. Si nous devions adapter cette fable à notre époque, nous pourrions dire que chaque société, chaque organisation, chaque entreprise ou même chaque famille est susceptible de reproduire ce schéma.
Il suffit qu'un petit groupe concentre trop de pouvoir, qu'il s'entoure de discours flatteurs, et la dérive peut commencer. Le rêve collectif se transforme en privilège individuel. La solidarité se dissout dans la peur et la soumission. Et ceux qui osent poser des questions sont traités comme des traîtres, exactement comme Snowball l'a été. Voilà pourquoi La ferme des animaux n'est pas seulement un récit littéraire, c'est une leçon de vigilance permanente. Mais cette conclusion ne doit pas être perçue comme une invitation au désespoir. Au contraire, Orwell nous met en garde, non pas pour nous faire perdre confiance, mais pour nous aider à rester éveillés. Son récit est sombre, mais il éclaire une vérité fondamentale. La liberté est fragile, et c'est à chacun de nous d'en prendre soin. Il ne suffit pas de rêver d'un monde meilleur. Il faut aussi avoir le courage et la discipline de défendre ce rêve face aux tentations de la facilité et aux pièges du pouvoir. Le message final que nous pouvons en tirer est donc inspirant. Nous avons tous une responsabilité. Dans notre manière de voter, de nous informer, de travailler, de dialoguer avec les autres, nous contribuons à bâtir soit une société libre, soit une société où certains s'arrogent des droits supérieurs. Nous ne devons jamais oublier que « tous les animaux sont égaux » n'est pas une simple phrase, mais un idéal à préserver. Et si l'histoire de la ferme se termine sur une trahison, nous, dans notre réalité, avons encore la possibilité de faire différemment. Alors, chers auditeurs, souvenez-vous de ceci. La ferme des animaux n'est pas seulement une critique du passé, c'est une mise en garde pour notre présent et notre avenir. Ne laissez pas vos idéaux se perdre. N'abandonnez pas votre esprit critique. Refusez de céder à la facilité des discours séduisants et surtout, gardez vivante la mémoire de ce que vous défendez. Car si vous fermez les yeux, d'autres décideront pour vous et il sera trop tard. Je veux terminer ce résumé avec un message de gratitude et d'encouragement. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans cette œuvre intemporelle avec nous. Merci de vous être laissé porter par cette histoire qui, au-delà des animaux et des symboles, parle directement à notre humanité. Si ce voyage vous a inspiré, si vous avez ressenti l'importance de rester vigilant face aux dérives du pouvoir, alors je vous invite à continuer ce chemin avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et faites découvrir ces leçons à d'autres. Car plus nous serons nombreux à comprendre, plus nous serons forts pour bâtir un avenir où la liberté, l'égalité et la justice ne resteront pas de simples rêves, mais deviendront une réalité vécue par tous.